Imaginez la scène. On est la veille de Noël, en plein désert des Émirats arabes unis. Le président français s'adresse à des centaines de militaires, loin, très loin de chez eux. C'est un moment bien sûr très solennel, mais c'est bien plus que ça. C'est une véritable déclaration d'intention géopolitique. La source qu'on analyse aujourd'hui, c'est justement la transcription de ce discours d'Emmanuel Macron aux armées qui a été prononcé à Abu Dhabi. Notre mission, eh bien, c'est d'aller au-delà des mots pour comprendre ce que la France fait là-bas, la nature de ses alliances dans une région aussi complexe et surtout la vision qu'elle a de son propre rôle dans le monde. Allez, on décortique ça ensemble. Et c'est un exercice essentiel, parce qu'un tel discours, il faut voir ça comme une pièce d'horlogerie. Chaque mot est calibré et pesé pour être entendu différemment à Paris, à Washington, à Téhéran ou à Abu Dhabi. C'est à la fois un message aux troupes, une réaffirmation aux alliés, un avertissement aux rivaux, et puis un exposé de doctrine pour toute la nation. C'est tout ça en même temps. On commence par ce qui saisit d'emblée, c'est le ton. Il est très personnel, presque grave au début. Le discours s'ouvre sur l'hommage aux soldats morts au combat. Il nomme le sergent Jimmy Gosselin et il utilise des mots très forts. Il parle de ces corps meurtris, de ces âmes sur lesquelles l'empreinte de la violence s'est déposée. On est loin du langage technocratique habituel. C'est un point de départ indispensable, oui, pour asseoir sa légitimité de chef des armées. En reconnaissant ce sacrifice ultime, il crée un lien direct, un lien humain. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Il connecte immédiatement ce sacrifice d'aujourd'hui à la grande histoire de France. Il évoque Louis XIV et la création de l'Institution nationale des Invalides. C'est une façon d'inscrire le soldat de 2025 dans une lignée, une tradition. C'est exactement ça. En faisant ce lien, il dit aux soldats « Votre mission, ce n'est pas juste un contrat à durée déterminée au bout du monde. Vous êtes les héritiers de plusieurs siècles d'engagement pour la nation. » Ça donne du sens, ça renforce la cohésion et ça légitime l'effort de guerre aux yeux de l'opinion publique. Ça transforme une opération extérieure, en fait, en un chapitre de l'histoire nationale. Notre base opérationnelle avancée la plus à l'est. La zone d'influence va, et je cite, du canal de Suez à l'Australie. C'est immense. Pour justifier ça, il martèle un concept, la France comme force de stabilité. C'est un terme qu'on entend souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur le terrain ? Alors justement, le discours donne des exemples très précis qui permettent de le définir. Le premier axe, c'est la protection. Protection des ressortissants, français et européens. L'exemple de l'opération d'évacuation au Soudan en avril 2023, qui a été pilotée depuis cette base, est très parlant. C'est la promesse que, où que l'on soit dans cette vaste zone, eh bien la France a les moyens de venir nous chercher en cas de crise majeure. Donc un rôle de gendarme et de sauveteur régional en quelque sorte. On peut voir ça comme ça, oui. Le deuxième axe, plus classique, c'est la lutte contre le terrorisme, via l'opération Chamal en Irak et en Syrie. Ça continue depuis cette base. Mais le troisième axe est peut-être le plus crucial aujourd'hui et le moins visible pour le grand public, la sécurité maritime. C'est fondamental. Les forces qui sont basées à Abu Dhabi opèrent dans une zone entre la mer Rouge et l'océan Indien où transite près d'un quart du commerce mondial. Un quart, waouh! Quand on entend ce chiffre, on a du mal à se représenter ce que ça signifie. Ça veut dire qu'une partie de ce qu'on trouve dans nos supermarchés, dans nos voitures, dans nos téléphones, tout ça passe par là. Exactement. Et quand cette route est menacée, comme elle l'est actuellement par les attaques des Houthis, l'impact est direct et potentiellement dévastateur pour notre économie. Le discours met ça en avant avec des chiffres très concrets sur l'opération européenne Aspide, qui est pilotée en partie par la France. Il parle de plus de 100 bâtiments escortés, des dizaines de marins sauvés, des dizaines de drones et de missiles interceptés depuis le 7 octobre 2023. Chaque interception, en fait, c'est une crise économique potentielle qui est évitée. Et il n'y a pas que les missiles. Le discours mentionne aussi la saisie de plus de 17 tonnes de stupéfiants cette année. On est donc sur une base qui est tout sauf symbolique. C'est une vraie ruche opérationnelle. C'est le point central. Cette base, elle prouve son utilité au quotidien. Elle permet de contrer le discours qui voudrait que ce ne soit qu'une relique post-coloniale coûteuse. Non, les chiffres sont là pour montrer que c'est un outil stratégique vital. Pas seulement pour les intérêts français, mais pour la stabilité du commerce mondial. Abu Dhabi, ce n'est pas un poste avancé. C'est un pivot.
Et pour être un pivot, il faut une confiance absolue avec le pays qui vous accueille. C'est là qu'on touche à la relation très spéciale avec les Émirats arabes unis. Un détail dans le discours m'a vraiment frappé. Il dit que la France est la seule nation étrangère dont les militaires sont présents avec leur famille. Attendez, ça change tout. Ce n'est plus un campement de soldats, c'est un morceau de France qui s'installe durablement. Est-ce qu'on mesure bien ce que ça implique comme confiance diplomatique? C'est un symbole d'une puissance inouïe. Accueillir les familles, c'est le signe d'une alliance qui n'est pas seulement conjoncturelle, elle est structurelle. C'est dire à son partenaire, voilà, nous ne sommes pas juste de passage, nous lions nos destins. Et cette confiance, elle est gravée dans le marbre d'un accord de défense qui, chose rare, inclut une clause d'assistance mutuelle en cas d'agression. Une sorte d'article 5 de l'OTAN, mais à l'échelle bilatérale. C'est exactement cette logique. Et le discours insiste bien sur le fait que ce n'est pas de la théorie. Il rappelle qu'en 2022, quand Abu Dhabi a été la cible de tirs de missiles et de drones-outils, eh bien la France a engagé ses Rafales immédiatement pour participer à la protection de l'espace aérien émirati. La confiance, comme le dit le texte, se démontre dans les faits. Pour les Émirats, c'est une assurance vie stratégique. Pour la France, c'est un point d'ancrage sans équivalent dans le Golfe. Le discours présente cette vente de 80 Rafales comme un immense succès économique et stratégique. Mais il élude complètement la controverse qui existe en France sur l'utilisation potentielle de ces armes dans des conflits régionaux, je pense notamment au Yémen. C'est le grand non-dit de ce partenariat, non? C'est le revers de la médaille, et c'est une question parfaitement légitime. Un discours officiel de ce type ne va évidemment pas s'attarder sur les aspects controversés. Il présente la relation sous son meilleur jour. Mais cette alliance a un coût, et elle comporte des risques. En garantissant la sécurité des Émirats, la France s'ancre très clairement dans un camp au sein des rivalités régionales, notamment face à l'Iran. Elle s'expose donc à être entraînée dans des escalades qui ne servent pas directement ses intérêts. C'est le prix à payer pour avoir un allié aussi solide et un tel poste d'observation et d'action dans la région. C'est un calcul coût-bénéfice permanent. D'autant que le partenariat ne s'arrête pas aux militaires. C'est ça qui est fascinant. On parle de Rafale et de missiles, et la phrase d'après dans le discours, on parle du Louvre Abu Dhabi et de la Sorbonne. C'est le grand écart permanent de la diplomatie française. Vendre du matériel militaire et du soft power culturel dans le même élan. C'est la signature de la France. La relation est pensée comme un tout. Militaire, économique, avec plus de 600 entreprises françaises implantées, et culturelles. Chaque pilier renforce les autres. Le Louvre Abu Dhabi, ce n'est pas juste un musée, c'est un symbole de l'influence française qui rend les contrats militaires et économiques plus faciles à obtenir. Et réciproquement. Les Émirats sont décrits comme un partenaire de premier plan. Et cette approche multidimensionnelle est ce qui rend l'alliance si résiliente. Elle ne dépend pas d'un seul facteur. Les exercices conjoints, comme Golfe 25, qui est mentionné dans le texte, ne font que renforcer cette intégration à tous les niveaux. On a donc une base pivot, une alliance en béton armé, et puis au milieu du discours, l'annonce qui change d'échelle. Une seule phrase. J'ai décidé de doter la France d'un nouveau porte-avions. C'est une décision qui engage le pays pour le reste du siècle, ou presque. C'est colossal. Un porte-avions, c'est l'outil de souveraineté par excellence. C'est un morceau de territoire national capable de se projeter sur toutes les mers du globe, avec une puissance de feu équivalente à celle de l'armée de l'air d'un pays de taille moyenne. Et cette annonce, elle ne sort pas de nulle part. C'est une réponse directe à la montée en puissance de la compétition stratégique mondiale, notamment dans l'Indo-Pacifique. C'est-à-dire, en quoi un porte-avions est une réponse à la situation en Indo-Pacifique? Sans porte-avions, dans cette immense zone maritime qui est devenue le centre de gravité du monde, la France, malgré ses territoires d'outre-mer, devient un acteur militaire secondaire. Elle dépend du bon vouloir de ses alliés, principalement les Américains. Posséder son propre porte-avions, c'est un message envoyé autant à Washington qu'à Pékin, qui dit « La France jouera dans la cour des grands, de manière autonome, pour défendre ses intérêts et la liberté de navigation. » C'est l'incarnation même de l'ambition d'avoir l'armée la plus efficace d'Europe, comme le dit le discours. Et pour faire accepter une dépense aussi gigantesque à l'opinion, le discours connecte immédiatement le projet à l'économie nationale. Il parle d'un chantier qui va directement irriguer notre économie, avec 800 fournisseurs, majoritairement des PME. C'est l'argument classique mais indispensable pour créer un consensus national. L'idée, c'est de faire comprendre que l'effort de défense n'est pas un fardeau pour la nation, mais un investissement. Un investissement dans la souveraineté industrielle, dans la technologie de pointe et dans l'emploi sur tout le territoire.
Le président annonce même qu'il ira sur les chantiers. Ce n'est pas anodin, c'est un signal politique très fort pour souligner l'importance de cette dimension économique et sociale du projet. Il s'agit de dire que ce n'est pas seulement le navire de la marine, mais le navire de toute la France. Et pour boucler la boucle, le discours relie tout ça, ces opérations lointaines, ce porte-avions futuriste, au quotidien des gens en France. Il y a cette phrase clé: ce qui se passe chez nous trouve ses racines comme ses remèdes ailleurs. C'est une tentative de justification ultime de tout cet effort. C'est une phrase essentielle pour la légitimité de l'action extérieure. Elle dit en substance, notre sécurité ne commence pas à nos frontières physiques, à Menton ou à Strasbourg. Elle commence là où les menaces se forment. Que ce soit le terrorisme au Levant, la piraterie dans l'océan Indien ou les trafics qui financent le crime organisé jusque dans nos villes. Le discours cherche à rendre tangible le lien entre la mission d'un soldat à Abu Dhabi et la tranquillité d'un citoyen en métropole. Donc, si on fait le bilan, ce discours n'est pas juste un encouragement aux troupes, c'est le manifeste d'une France qui refuse le déclassement et se voit comme une puissance mondiale, une puissance d'équilibre. Sa présence aux Émirats, ce n'est pas un simple héritage, c'est une plateforme de projection pour le XXIe siècle, basée sur une alliance pragmatique et profonde. Oui, c'est un message de fermeté et d'ambition assumée. Dans un monde décrit comme plein de périls et de prédateurs, la doctrine est claire. La France ne sera respectée que si elle est forte. Et cette force repose sur 3 piliers qu'il a détaillés. Une armée aguerrie et bien équipée, des alliances stratégiques solides, comme celle avec les Émirats, et une capacité de projection autonome, symbolisée par le futur porte-avions. C'est une vision très réaliste, certains diraient gaulo-mitterrandienne, des relations internationales. Tout le discours est traversé par cette idée qu'il faut être fort pour être craint et que la puissance militaire est le principal rempart face aux crises. C'est une logique implacable. Mais ça laisse une question en suspens pour la suite. Laquelle? Dans ce monde hyper connecté, où la moindre étincelle peut provoquer un incendie mondial, et avec des alliances qui nous lient si étroitement à des régions instables, où se situe la frontière exacte entre la défense légitime de nos intérêts et le risque de se retrouver piégés, entraînés dans des conflits qui, au final, nous dépassent? C'est une réflexion qui reste ouverte.